Bonjour à toutes les enseignantes et enseignants de français, bonjour à tous les élèves, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuel Zimmer, je suis attaché de coopération pour le français à l'Institut français du Danemark. Chaque année, la fête de la francophonie permet aux 88 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie de célébrer leur lieu commun, la langue française, mais également leur diversité culturelle. Le français compte 300 millions de locuteurs sur les 5 continents et est la langue officielle de 32 États et gouvernements. Le français est aussi la deuxième langue apprise comme langue étrangère dans le monde. Sur les 5 continents, avec 132 millions d'apprenants et environ 900 000 enseignants de français en 2018. En 2022, au Danemark, le mois de la francophonie met à l'honneur la gastronomie. La gastronomie véhicule des valeurs de partage et de convivialité et cela correspondait tout à fait aux couleurs que nous avons souhaité donner au mois de la francophonie cette année. Dans l'émission qui va suivre, vous allez découvrir 12 plats provenant de 12 pays francophones. Je tiens à remercier le groupe des ambassadeurs francophones au Danemark, leurs équipes et les épiceries et restaurants qui nous ont accueillis tout au long de la réalisation de ce projet. Depuis le milieu du mois de janvier, l'équipe de l'Institut français s'est lancée dans le tournage des vidéos que vous allez découvrir et je remercie très chaleureusement Nina Bergman et Tanguy Peignet du service communication pour les prises de vue et le montage. Je remercie également très chaleureusement Mai Danman, ma collègue du service de coopération pour le français, pour le sous-titrage en danois de toutes les vidéos. Nous gardons de merveilleux souvenirs de ces tournages et c'est aussi cela la beauté de la francophonie, de sentir que nous faisons partie de la grande famille francophone. Diversité des saveurs, des senteurs, des couleurs, des ingrédients, diversité qui se manifeste également dans la langue. On parle ainsi de sucre impalpable en Belgique ou encore de poudre à pâte, de glacis ou de pommes de tir au Canada. La gastronomie est également un terreau fertile pour la créativité langagière, avec de nombreuses expressions idiomatiques. Ainsi, on peut conduire dans des tablettes de chocolat au Sénégal, on raconte des salades où on met les pieds dans le plat en France, ou encore on peut avoir une patate chaude dans la bouche au Canada. N'hésitez pas à travailler ces expressions avec vos élèves. Toute l'équipe de l'Institut français du Danemark vous souhaite une excellente émission. Attention, restez bien jusqu'à la fin. Un quiz regroupant 10 questions sera proposé après les présentations des plats pour vous permettre de gagner une visite de classe à l'Institut français. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Elida Petoshati et je suis l'ambassadrice d'Albanie au Danemark. Je me trouve aujourd'hui au restaurant Catering Leven, qui est un endroit géré par une chère amie. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. Je vous présente Eva. Elle est un chef albanais. Elle a répondu généreusement à ma demande de faire partie des célébrations de la journée internationale de la francophonie en vous présentant un produit typique de notre pays, un plat typique que nous appelons en albanais tavkosi, mais qu'on traduit en français casserole de yaourt. Maintenant, il est temps de présenter un peu d'histoire sur ce plat, sur la casserole de yaourt. Qu'est-ce que c'est que la casserole de yaourt? En fait, la cuisine albanaise est une cuisine très riche à base de légumes, de fruits, d'huile d'olive, mais comme notre pays a une forte tradition pastorale, nous utilisons beaucoup de viande. Maintenant, je voudrais inviter Eva de nous présenter les ingrédients principaux. Bonjour. Donc, il y a environ 1 kg de viande d'agneau qui a été coupée en tranches, en morceaux moyens. 5 œufs, donc 1 kg de yaourt épais. On a un peu de riz. Et comme ce yaourt n'a pas été préparé à la maison comme on fait chez nous, on y ajoute aussi du citron et certainement du beurre et du sel. Je vais maintenant inviter Eva pour qu'on passe à la préparation du plat. Donc le premier pas serait de faire revenir un peu la viande dans du beurre. On va y ajouter de l'eau pour faire bouillir la viande près de 30 minutes. Et Eva me dit qu'elle va prendre les œufs et on va les battre, n'est-ce pas? Oui.
Il va y ajouter le yaourt. On va y ajouter aussi un peu de citron parce que c'est ça le secret de cette recette. Il faut avoir un plat qui soit substantiel, appétissant et aigre. Et bien sûr, on ajoute le jus de la viande d'agneau. Voilà, il faut ajouter très lentement pour que la composition soit bien incorporée. Et un autre secret, c'est toujours goûter en avance la composition de ce qu'on prépare. Naturellement, on va mettre du beurre sur la casserole. Donc après 40 minutes, la viande est faite et elle est prête qu'elle soit placée dans la casserole. Voilà. Voilà, on dépose, on met les morceaux, les tranches de viande dans la casserole. Alors, le secret de la recette, c'est qu'il faut utiliser aussi un peu de riz parce que le riz apparemment absorbe le liquide. Maintenant, on va verser la composition du yaourt, des œufs et des autres ingrédients. Comme ça, la casserole est prête à être mise au four. La température de cuisson serait 200 degrés. Voilà, après tant de travail, la casserole de yaourt est prête. Elle nous invite à se mettre à table. Gativa! Bon appétit! Bonjour, voilà, moi je suis Marc Firmans. Je suis adjoint de l'ambassadeur et consul ici à l'ambassade de Belgique à Copenhague. Bonjour, je m'appelle Geert Pelkmans, je travaille pour la section commerciale, mais je travaille aussi pour Wallonie-Bruxelles International. Bon, on va vous parler gastronomie belge, mais pas bière, pas chocolat. On va vous parler de gaufres aujourd'hui. Les gaufres de Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, bon, c'est la capitale de la Belgique, mais voilà, quand on parle gaufre en Belgique, on parle aussi gaufre de Liège. C'est quoi la différence entre une gaufre de Bruxelles et une gaufre de Liège? Voici un gaufre de Liège qui est plus épais. Il y a des perles de sucre dedans. Oui. Et en fait, la gaufre de Liège, c'est une gaufre qui se mange telle qu'elle. Elle est très sucrée. Tandis que la gaufre de Bruxelles, c'est une gaufre qui ne se mange pas vraiment telle qu'elle. On la garnit avec du sucre impalpable, avec du chocolat, avec des fruits. Il y en a même qui font des gaufres salées. Je propose qu'on vous montre comment on prépare la gaufre de Bruxelles et puis après on préparera quelques exemplaires et on les dégustera pour vous. Vous avez besoin de 250 g de farine blanche, 15 g de levure de boulanger parce que c'est une gaufre, c'est une pâte qui doit un peu lever, 100 g de beurre, 3 œufs, un peu de sucre, 10 g et 375 ml de lait. Vous prenez un petit peu de lait que vous avez fait tiédir et vous l'utilisez pour délayer la levure. Le lait tiède va permettre à la levure de démarrer son travail. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de séparer les blancs des jaunes d'œufs. Et après, je vais les battre. Voilà. Voilà. Et on met un petit peu de sel. Voilà. Je vais battre les blancs en neige bien ferme. Voilà, je pense que c'est prêt. On va voir. Super, hein? Ouais. Le beurre doit être mou, limite un peu fondu. Et vous prenez la farine que vous tamisez pour éviter les grumeaux. Je mets le lait dans la farine, beurre, jaune d'œuf, la levure avec le lait, le sucre. Après, donc, il faut intégrer les blancs d'œufs dans la pâte, mais surtout pas avec un mixeur ou de façon trop énergique. Et si on casse les blancs d'œufs dans la pâte va être trop dense et on n'aura pas l'effet voulu. Vous prenez une maryse et vous intégrez tout doucement le blanc d'œuf dans la pâte. Voilà. Vous la laissez gentiment reposer pendant plus ou moins 1 heure. Tadam! Voilà. De servir la gaufre
c'est avec du sucre impalpable. Pour les gourmands, il y a la crème fraîche. Par exemple, avec des fruits. Ou alors pour les très gourmands, avec un peu de chocolat belge. Voilà, donc 4 suggestions de présentation des gaufres de Bruxelles, mais surtout, soyez créatifs. Et surtout, bon appétit. Bon appétit. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la résidence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Danemark. Je suis Roselyne Kambouné-Sanou, chargée d'affaires à l'ambassade du Burkina Faso à Copenhague. Dans le cadre du mois de la francophonie, j'ai l'honneur de vous présenter un plat du Burkina Faso, le benga au couscous ou haricot au couscous. Le haricot est un plat très consommé au Burkina Faso. On le prépare nature ou bien mélangé au riz, au couscous ou encore aux feuilles de haricot. Donc, pour la présente célébration, nous allons vous présenter le haricot au couscous. Bon, pour la préparation, on aura besoin de 350 g d'haricots et 250 g de riz, 250 g de couscous. On va également faire une sauce qui va accompagner l'haricot au riz. On va mettre du persil, des tomates, aubergines. Puis le reste des ingrédients, on va les découper et puis passer ça au mixeur. Puis laisser reposer pendant 5 minutes, le temps que ça se gonfle, et on va passer ça à la vapeur. Bonjour, mon nom est Denis Robert et je suis l'ambassadeur du Canada au Royaume du Danemark. Aujourd'hui, pour célébrer la gastronomie des pays de la francophonie, je vous présente un produit associé à l'identité canadienne, le sirop d'érable. La feuille de l'érable à sucre est d'ailleurs au centre du drapeau national du Canada et vous avez peut-être même déjà entendu l'expression « aussi canadien que le sirop d'érable ». Pour les Québécois et les Canadiens français en général, aller à la cabane à sucre est une pratique culturelle qui demeure populaire à ce jour. Mais qui a découvert ce précieux sirop d'érable? Enfin, la douce sève de l'érable à sucre était connue et appréciée des Autochtones des forêts du Canada, et ce, bien avant l'arrivée des Européens. Regardez ce qui suit. C'est une cérémonie? Sispakwe. Sispakwe? Sispakwe. Votre Majesté sera heureuse d'apprendre qu'avec l'aide de nos amis indiens, nous avons produit cette année 30 000 livres de ce délicieux sucre d'érable.
Les Anishinaabe appellent la période durant laquelle la sève est recueillie la saison des sucres, la lune d'érable ou le mois des sucres. La tradition de la saison des sucres s'est installée dans les communautés canadiennes et survit jusqu'à aujourd'hui. Le Canada est le principal producteur et exportateur de produits de l'érable, représentant 85% du marché international. Les produits de l'érable du Canada sont exportés dans plus de 68 pays. L'importateur le plus important sont les États-Unis. Les producteurs canadiens y envoient presque 60% de leurs exportations. Les autres principaux acheteurs sont l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et bien sûr le Danemark. Aujourd'hui, encore au printemps, les gens, les Canadiens et les Québécois se rassemblent dans les érablières pour le temps des sucres afin de partager un repas, écouter de la musique traditionnelle et manger de la tire sur la neige. Le sirop d'érable est toujours principalement servi sur des crêpes et est considéré comme un condiment, bien qu'il soit utilisé pour préparer des sauces, des glacis et des vinaigrettes. Il est aussi utilisé dans les marinades et en pâtisserie. Mais il faut préciser que les créations culinaires à partir du sirop d'érable, ce merveilleux ingrédient gastronomique, ont beaucoup évolué, allant de recettes traditionnelles à la cuisine moléculaire. J'aimerais donc vous présenter une recette de cocktail simple et savoureux à base de sirop d'érable. Vous avez besoin de whisky, de jus de citron frais, d'une pincée de cannelle et, bien évidemment, de ce magnifique sirop d'érable que vous pouvez vous procurer ici au Danemark dans plusieurs commerces. Mais n'oubliez pas de vérifier que la mention « Fait au Canada » doit apparaître sur le contenant. En finition de ce délicieux cocktail, notre chef Kenneth a créé une bulle de saveur à partir de sirop d'érable. Quel parfum! Bon temps des sucres et bonne journée sucrée de la francophonie! Bonjour, nous sommes ici à Copenhague, dans le quartier de Frederiksborg. Je m'appelle Jacob Geragossian, je suis le chef de mission de l'ambassade de Chypre. Je suis Evelina, je dirige le magasin Grit ici à Frederiksberg, Henrik Steffensvej 2. Nous spécialisons dans l'importation et la vente au Danemark d'une grande variété de produits gastronomiques grecs et cypriotes. Nous avons également un espace dégustation d'où nous vous parlons. Alors aujourd'hui, nous vous présentons deux spécialités les plus connues au monde de la gastronomie chypriote. Un fromage, le halloumi, et un vin, le koumandaria. On coupe le fromage en lamelles qu'on va griller ensuite à la poêle. Quand il est bien doré, on le tire et on la place dans la pita ouverte et on rajoute la tomate, le concombre et quelques gouttes d'huile d'olive vierge. Pour ma part, j'aime rajouter quelques feuilles de menthe fraîches qui rappellent la menthe qui existe déjà dans les halloumi. Le halloumi est le fromage traditionnel de Chypre, fabriqué par des générations d'éleveurs de bétail, afin de conserver le lait durant l'été qui est évidemment très chaud. Traditionnellement, c'est un mélange de lait de chèvre et de lait de brebis. Maintenant, nous allons parler du koumandaria. Et surtout, n'oubliez pas de le rafraîchir avant de la consommer, comme tous les vins liquoreux type sauterne. Vous pouvez le consommer comme apéritif avec de fruits secs. Le koumandaria est un vin doux, naturel, de couleur ambrée, produit à partir de deux cépages traditionnels chypriotes, le mavro et le xynisteri. L'assemblage de deux cépages en fait un vin d'une très riche complexité aromatique et un vin capiteux avec un taux d'alcool de 15%. Et c'est le plus vieux vin du monde, encore produit
qui était déjà célèbre par la poète grecque il y a 3000 ans. En fait, on l'appelait nama, qui veut dire en grec nectar. Mais c'est au Moyen Âge que le nectar prend son nom actuel, avec les Templiers qui, pour un temps, au XIIe siècle, ont possédé Chypre et implanté le Koumanderi, d'où le nom Koumandaria. Et c'était un vin réputé et servi dans tous les cours d'Europe. Comme le halloumi, Koumandaria est une AOP avec une zone de production limitée à 14 villages, soit 2000 hectares, situés sur le versant sud du massif de Troodos à Chypre, à une altitude comprise entre les 400 et 800 mètres. Vous pouvez trouver le halloumi et le Koumandaria ici à Grit, ainsi que toutes les autres spécialités grecques et chypriotes dans notre boutique. Bonjour, aujourd'hui on vous présente le dessert égyptien de Oumou Ali. C'est un dessert très spécial de l'Égypte, en même temps c'est très facile à réaliser. On commence par les ingrédients. Pour 4-5 personnes, on aura besoin de 200 g de pâte feuilletée, 1 litre de lait, 125 g de sucre, 150 g de fruits secs mixtes, amandes, noisettes, pistaches, on peut ajouter les noix de coco si on veut, 50 g de raisins secs, 50 ml de crème liquide. Pour la recette, on commence par étaler la pâte feuilletée, on pique la surface à l'aide d'une fourchette et on fait cuire dans un four préchauffé à 220 degrés Celsius durant 10-12 minutes ou jusqu'à cuisson. Ensuite, on mélange le lait et le sucre sur feu moyen. On fouette la crème liquide pour 2-3 minutes jusqu'à obtenir une consistance assez solide. On coupe la pâte feuilletée en petits morceaux et on met la moitié de la pâte écrasée dans un plat de four. On ajoute les fruits secs et on recouvre d'une autre couche de pâte feuilletée. Ensuite, on verse le lait chaud en prenant soin de recouvrir le contenu. On garnit la surface d'une couche généreuse de crème fouettée. On met dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Et voilà, bon appétit! Bonjour, je suis Étienne Lemaitre, je suis cuisinier à l'ambassade de France au Danemark et aujourd'hui je vous amène dans un endroit unique à Copenhague, la fromagerie. Venez, je vais vous présenter Christophe. Bonjour Christophe, quel plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Mon nom est Christophe Gantier, j'ai une petite boutique à Ostebro, à Copenhague, qui s'appelle La Fromagerie. Et puis je suis content que tu viennes me voir, qu'on puisse te présenter un plat traditionnel français et l'un des fromages les plus vendus en France, donc la raclette. Voilà, pourquoi la raclette, parce que c'est devenu, comme tu le sais, le plat préféré des Français aujourd'hui en 2022. Le fameux fromage de Savoie a battu le fameux fromage de Normandie, le camembert, au niveau des ventes. Donc c'est devenu le fromage le plus populaire et le plus vendu en France. Mais tu vas nous raconter un petit peu cette histoire de la raclette qui date et qui vient pas tout à fait de chez nous. Donc la raclette, elle provient actuellement de Suisse, c'est dans les années 1700. Cette raclette était un plat traditionnel que les Suisses faisaient fondre dans la cheminée. Ils mettaient leur fromage. Les fromages étaient actuellement un peu plus gros. Ils faisaient entre 4 et 6 kg. Ceux-là, ils font entre 2,5 kg et 3,2 kg. Donc ils mettaient ça à côté de la cheminée. Ils le faisaient fondre. Et bien sûr, ils avaient une assiette, ils ramassaient. Et ils mangeaient ça avec des patates. Comme on le voit là, qu'ils font actuellement.
Ça, c'est un vrai appareil à raclette. Wow. Donc ça a été pendant des années un produit suisse. Et entre 1920 et 1940, c'est venu en France. La raclette, ils ont commencé à produire un peu de raclette française qui venait plus du Valais en Suisse. En 1970, la raclette, ils ont commencé à faire ces machines, ce qui a fait que la raclette a explosé en France. C'est vraiment devenu quelque chose pour tous les Français. Dans toutes les familles, il fallait qu'ils aient une machine. Donc c'était ces petites machines à raclette avec des petits poêlons où on faisait chauffer les patates dessus et on faisait gratiner le fromage. À la base, c'est un produit donc, qui venait de Savoie. Hein. On faisait ça souvent au ski parce que c'est lourd, mais c'est bon. C'est un plat qu'on mangeait après le ski, on avait toujours très faim. Donc on mangeait ça avec de la charcuterie, des pommes de terre, donc du jambon de montagne, des saucissons. Ici nous avons quelques saucissons qui viennent de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Bien sûr, il ne faut jamais oublier pour la raclette les cornichons. Les cornichons donnent un petit peu d'acidité, ce qui fait que le fromage est un peu plus léger. Et cette acidité est super parce que ça rafraîchit un peu. Hein. Vous voyez quand elles font, je peux vous expliquer, quand vous avez votre assiette là, avec votre garniture, Étienne. Oui. Donc vous mettez le fromage fondu, vous pouvez le faire couler. Voilà. Oh mais quel bonheur, quelle chance. Là, et on vous met 2-3 cornichons. Et là, tout est bon. Oh là là, mais là c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment une joie de goûter tout ça. Hein. Exactement. Et à côté de ça, on peut vous servir un vin de Savoie. Oh là là, oui. C'est pas courant en Danemark, mais on peut quand même en trouver si vous cherchez bien. Oui. Le mieux sera un vin blanc et ça sera parfait pour votre raclette avec votre fromage, vos saucissons, votre charcuterie. Oh là là, c'est superbe. C'est superbe. Vraiment un plat à découvrir, à partager, parce qu'on sait que partager, c'est doubler le plaisir aussi. Absolument. Et c'est très bien en famille et c'est très bien entre amis. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Nicolas Kotrokoïs et je suis l'ambassadeur de Grèce au Danemark. À l'occasion du jour de la francophonie, je me trouve aujourd'hui au centre de Copenhague dans un restaurant grec, service suivant du souvlaki, à savoir de la viande en brochette. Il s'agit d'une spécialité bien connue dans mon pays, et le même considéré comme le street food national de la Grèce. Les propriétaires de ce petit restaurant, Messieurs Theologos et Lazaros, vont nous présenter comment on prépare le souvlaki. Le terme souvlaki est le diminutif du mot souvla, c'est-à-dire brochette. Le mot souvlaki est typiquement utilisé dans les régions du nord de la Grèce, comme la Macédoine. En revanche, à Athènes et dans le sud de la Grèce en général, cette spécialité est typiquement appelée kalamaki, c'est-à-dire petit roseau. Les Grecs mangent très souvent des souvlakia, pluriel de souvlaki, et ils les font soit à latte dans la rue, soit dans un restaurant qui vend des souvlakia, connu sous le nom de souvladidiko. Cette spécialité est considérée plutôt bon marché. Le souvlaki est typiquement préparé à partir de viande de porc ou de poulet. Cependant, vous pouvez également en trouver avec de la viande d'agneau. La pita est une forme de pain rond et partiellement levé d'environ 15 cm de diamètre, qui sert à envelopper des souvlaki. Elle vient précuite. Elle est traditionnellement grillée sur le jus de viande juste avant d'être servie. Un souvlaki pita se compose de la viande, des tomates ou des oignons rouges, du paprika, des frites et du tzatziki. Le tzatziki est une délicieuse sauce grecque à base de yaourt, ail, huile d'olive, concombre, trempé de vinaigre. La pita est diluée puis grillée avant d'être utilisée pour envelopper tous les ingrédients. De nos jours, beaucoup de gens confondent le gyros et le souvlaki, mais en fait, ce sont deux choses différentes. La principale différence entre un gyros et un souvlaki
et la façon dont la viande est préparée. En grec, le gyro signifie tourner et il dit sur une rôtisserie verticale avec les morceaux de viande formant un cône. Tandis que la viande de souvlaki est cuite horizontalement sur les brochettes tournées sur un riz. Le souvlaki est tout à fait prêt. C'est formidable. Bon appétit mes amis. Je vous recommande de déguster le souvlaki non seulement en Grèce, mais en Copenhague. Je voudrais remercier M. Theologos et Lazaros, le chef grec, qui ont préparé notre spécialité grecque. Voilà, bonjour, petite présentation donc des plans luxembourgeois, qui est en fin de compte un plat relativement francophone, on va dire, donc c'est une bouchée à la reine. On va dire qu'en France, la bouchée à la reine, ça sera plutôt une entrée ou un plat de traiteur qu'on achètera dans un traiteur fini, qu'on fera réchauffer à la maison. Au Luxembourg, on le mangera plutôt comme un plat de résistance, donc on l'accompagnera avec une petite salade, des pommes frites. On va faire donc le feuilleté. Le feuilleté, moi j'utilise du feuilletage que j'ai acheté en plaque déjà, tout prêt. On a des formes rondes, on peut utiliser un petit récipient comme ça, un bol, n'importe quoi. Bon, j'ai des emporte-pièces, ce qui me permet de le faire très facilement. Donc il faut 2 cercles pour effectuer une bouchée. On a nos deux fonds ici, et les 2 qui viendront dessus. Sur ceux du dessus, je refais un petit trou avec un emporte-pièce plus petit, ce qui me donne un petit cercle comme ceci. Ici, j'ai du jaune d'œuf qui est mélangé avec un tout petit peu d'eau, ce qu'on appelle une dorure. Ce qui va permettre aux 2 cercles, vu que je vais les superposer, de se coller. Ça fait une sorte de petite glu et ça donne aussi de la couleur. Alors on va en mettre délicatement sur toute la partie inférieure. Ce qui est très important, c'est de ne pas dépasser sur les bords. Parce que si on dépasse sur les bords, ce qui va se passer, c'est que la pâte feuilletée va être bloquée par cette glu. Donc, le feuilletage ne montera pas correctement à la cuisson. Deuxième étape, on va mettre le 2e cercle par-dessus. On appuie juste un tout petit peu. Voilà. Et troisième étape un petit peu délicate. On va mettre juste un petit peu de dorure sur le cercle. Pareil, en faisant très attention de ne pas dépasser. Alors, la dorure, soit on prend juste un jaune d'œuf, soit on met un peu de jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Ce qui donne une coloration un peu plus claire. Si on met un petit peu d'eau à la cuisson, un peu plus foncé si on laisse le jaune tel quel. Mon feuilletage au four, 180 degrés, environ 10 à 15 minutes. À vérifier, vous voyez quand la cuisson, quand le feuilleté est bien monté, bien coloré, relativement bien sec. Une bouchée à la reine peut être faite avec différents éléments. Les riz de veau se vont très bien à l'intérieur aussi, les dés de jambon. Après, on peut incorporer toutes sortes de légumes si on en a envie. Mais si on reste dans une forme relativement traditionnelle, la volaille, des quenelles de volaille, des champignons. Aujourd'hui, j'ai quelques carottes car j'ai cuit mes cuisses de volaille dans du bouillon avec des légumes. Maintenant, on va faire notre petite sauce. La sauce, finalement, c'est l'équivalent d'une béchamel. Je me sers de mon bouillon de volaille où j'ai cuit mes cuisses de poulet. Donc maintenant, je vais lui incorporer de la crème liquide. Une fois que l'ébullition est là, j'ai fait un petit roublon. Un roublon, qu'est-ce que c'est? Un roublon, c'est très simple. C'est de la farine et du beurre que l'on fait cuire, refroidir et qui nous sert de liant. Petit à petit, bon là je sais que j'ai une belle portion, donc il m'en faut pas mal. Je vais le mettre et après, on va gentiment mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe. Donc maintenant, je vais ajouter mes éléments. Mon poulet coupé en dés, les champignons que j'ai cuits préalablement à la poêle, ma quenelle, mes carottes facultatives. Alors après, quelque chose de facultatif que moi je fais parce que je l'aime bien, zeste de citron pour donner un peu de fraîcheur.
Voilà, notre appareil est prêt. On va maintenant s'occuper du dressage. Donc maintenant, nous allons faire la petite présentation, rien de bien compliqué. On en met beaucoup vu que c'est un plat. Le petit chapeau, quelques pommes frites et un petit peu de salade. Une bouchée à la reine, comme on la mange au Luxembourg. Et bon appétit. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour, je m'appelle Boufkar, je suis conseiller à l'ambassade du Royaume du Maroc à Copenhague. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter Dar Atlas. C'est un restaurant marocain qui prépare et présente une variété de plats marocains. Ce restaurant se trouve à Borsvard, pas très loin de Copenhague. Aujourd'hui, le chef Mounir nous a préparé deux plats marocains très connus. C'est d'abord le couscous aux légumes et puis un tagine de viande de veau. Si vous voulez bien me suivre, on va partir dans la cuisine et voir Mounir. Voilà, je vous présente le chef Mounir. C'est l'artisan qui nous a préparé les deux plats dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va commencer par le couscous. Donc le couscous est un repas traditionnel marocain qu'on mange ensemble. On ne peut pas manger tout seul. C'est un plat collectif en fait. D'habitude, il est servi pratiquement tous les vendredis. Pourquoi les vendredis? Parce qu'avant, les week-ends au Maroc, c'était les vendredis, samedis. Donc toute la famille se réunissait autour d'un plat. Et puis quand on se met autour de la table et on mange tous ensemble. Voilà, le chef Mounir a préparé le couscous à base de semoule de blé. Et puis à base d'une sauce préparée à la viande et aux légumes. Voilà. Donc je vous laisse voir un peu comment le chef Mounir va dresser le couscous en œuvre accomplie. Voilà. Donc la semoule est déjà préparée à la vapeur. Avec du beurre salé, on le tourne comme ça. Après, je fais comme ça. On met d'abord la semoule qui est cuite à la vapeur. Après, on arrose avec de la sauce avant de mettre de la viande déjà cuite. Un bon morceau de viande qu'on met au milieu. Voilà. Et on enchaîne avec les légumes. Tout ça est préparé avec des épices marocaines. Donc c'est assez bien relevé comme goût. Et surtout avec du beurre ronce. On voit que Mounir a utilisé les carottes, les courgettes, la citrouille et bien sûr les oignons à la base pour préparer la sauce. Avant de mettre la touche finale, ce sont les raisins secs préparés aux oignons, au sucre et à la cannelle. Ce qui donne au couscous un goût assez spécial. C'est un excellent mélange entre le sucré et salé. Bon appétit! On va enchaîner avec le deuxième plat que le chef Mounir nous a préparé aujourd'hui, aussi un plat emblématique de la cuisine marocaine, qu'on appelle le tagine à la viande de mouton, aux pruneaux et aux abricots secs caramélisés. En fait, on l'appelle tagine, et ce qui est bizarre, c'est que le tagine, à la base, c'est pas un plat, c'est un ustensile fabriqué avec de l'argile, de la terre cuite, et du coup, le nom de l'ustensile est passé au plat. Voilà, donc le chef Mounir va dresser le tagine. Il a d'abord préparé la viande de mouton dans une sauce à l'oignon et aux épices. On le sert comme ça. Ce sont des morceaux de pommes de terre frites. On met des morceaux de viande dessus. Après, on rajoute la sauce. On va dresser le plat, la viande, la sauce en décor avec les pruneaux et les abricots confits. On met aussi des amandes. Et pour terminer, on saupoudre avec du sésame. Voilà, ça c'est un tagine. Voilà, donc bon appétit. Bon appétit, hein? Bonjour, je m'appelle Alina, je me trouve à la résidence de l'ambassadeur de Roumanie au Danemark. Et aujourd'hui, je vous invite à Roumanie par l'intermédiaire de la gastronomie roumaine. Je vous présente aujourd'hui un plat typiquement roumain qui s'appelle sarmale. C'est du chou farci. Vous pouvez le trouver sur la table des Roumains pendant les jours de fête, notamment toutes les fêtes, Noël, Pâques, mariage, baptême. Je dois vous avertir que c'est pas la plus facile recette
cette recette du monde à préparer, mais c'est tout à fait délicieux et je vous garantis que ça vaut la peine d'essayer au moins une fois. Sinon, j'espère que vous aurez l'occasion de la goûter dans un restaurant roumain ou chez une famille roumaine. Alors, voyons les ingrédients de la recette roumaine de sarma. Comme je dis, les feuilles de chou marinées, la viande de porc ou de veau, ou les deux, comme vous voulez, l'oignon haché, du riz rond, et ensuite du poivre, du sel, du thym et du paprika doux. Maintenant, je commence par préparer la farce. Je mélange la viande, le riz, l'oignon et ensuite tous les autres, le poivre, le sel, le thym et le paprika doux, et on mélange bien jusqu'à ce que nous avons une composition homogène pour la mettre sur les feuilles de chou. Une fois la farce terminée, on prend une feuille de chou, ensuite de la farce, on plie, on roule et ensuite on fait de petits paquets. Ça, c'était une très petite sarma. On peut faire aussi des sarmas qui sont plus grandes. J'ai fini à plier, rouler toutes les sarmales. Je les ai mis dans cette cocotte, je les ai couverts avec de l'eau et ensuite je mets le couvercle et je les laisse mijoter pendant 1 ou 2 heures et ensuite on peut les mettre au four pour encore 1 ou 2 heures. Ça y est, les sarmales sont prêtes. J'ai mis sur l'assiette 2 avec du piment et une bonne cuillère de crème fraîche. Et maintenant avec la polenta qui peut-être vous paraît un mot familier, notamment italien, mais je vous assure que tous les Roumains mangent polenta qu'on appelle en roumain mamaliga depuis longtemps. Voilà, c'est ça. Je vous souhaite bon appétit. Bonjour à tous, je m'appelle Florence Tinguely-Matli, je suis l'ambassadrice de Suisse au Danemark. À l'occasion de la fête de la francophonie, j'ai le plaisir de vous emmener dans un café dans le quartier de Nørrebro, le café Tilda et Karl, où un cuisinier suisse va nous présenter une spécialité culinaire suisse, le rösti. Alors je vous propose de me suivre et de rencontrer Francesco. Nous voici bien au chaud dans le restaurant Café Tilda au Karl. Comme je vous l'ai dit, nous allons pouvoir goûter une spécialité suisse. Nous avons plusieurs spécialités suisses, comme la fondue au fromage, la raclette, le Bircher Müsli que vous prenez peut-être tous les matins. Mais aujourd'hui, c'est le rösti que Francesco va nous présenter. Francesco, bienvenue et merci de nous accueillir dans ton café. Merci beaucoup. Bienvenue au Café Tilda au Karl. Je m'appelle Francesco. Je suis en Danemark depuis 5 ans et on a ouvert le restaurant 2018. Et maintenant, on y va dans la cuisine. Allons-y. Alors nous voici dans la cuisine où le chef Jan nous accueille aujourd'hui. C'est un expert du rösti. Le secret du rösti, c'est la qualité des pommes de terre. Il faut que les pommes de terre aient au moins 1 année, qu'elles soient plutôt de consistance ferme pour faire un bon rösti. Sinon, vous avez besoin d'un peu de noix de muscade, du sel et de l'huile. Jan, on y va ?
Voilà la rösti. Comme ça, on peut la manger avec un plat principal comme accompagnement. Et ici, dans le restaurant, pour déjeuner, on fait comme un rösti Benedict par exemple, avec un œuf poché, avec de la sauce hollandaise et avec des légumes saisonnels. Alors voilà, bon appétit. Bon appétit. Vi håber, I har lært en hel masse om mad i de fransktalende lande gennem disse 12 videoer. Nu har vi forberedt en lille quiz til jer med 10 spørgsmål. Avec ce quiz, nous vous proposons de gagner une visite de classe à l'Institut français. Prenez bien en note vos réponses et n'oubliez pas de nous les envoyer par mail. Un envoi par classe avant le 31 mars. Nous tirerons ensuite au sort la classe gagnante. Question 1. La gaufre de Bruxelles se mange garnie. Vrai ou faux? Spørgsmål 1. Bruxelles-vafler spises med topping? Sandt eller falsk? Question 2. Attention, il y a plusieurs bonnes réponses. Dans le benga, il y a les féculents suivants. Haricots, couscous, riz, lentilles. Spørgsmål 2. Her er flere rigtige svar. I benga er der følgende bælgfrugter: bønner, couscous, ris, linser. Question 3. Le sirop d'érable est réalisé à partir de la sève de l'érable champêtre, à sucre, noir ou de l'amour. Spørgsmål 3. Ahornsirup laves af saften fra træet markahorn, ahorn, sukkerløn, sortløn eller ildløn. Question 4. Dans l'Oum Ali, on met de la pâte brisée. Vrai ou faux? Spørgsmål 4. Til Ali bruges mørdej. Sandt eller falsk? Question 5. Attention, il y a plusieurs bonnes réponses. Avec la raclette, on mange traditionnellement de la charcuterie, des pommes de terre, des cornichons, de la confiture. Spørgsmål 5. Her er igen flere rigtige svar. Til racletten spiser man traditionelt charcuterie, kartofler, cornichoner, syltetøj. Question 6. Le nom du plat présenté par le Luxembourg est... Spørgsmål 6. Navnet på den ret Luxembourg præsenterer er... Question 7. La touche finale du couscous aux légumes est l'ajout de raisins secs préparés aux oignons, au sucre et au clou de girofle, au gingembre, à la cannelle ou à la cardamome. Spørgsmål 7. Prikken over i'et på grøntsagscouscoussen er tilføjelsen af rosiner tilberedt med løg, sukker og nellike, ingefær, kanel eller kardemomme. Question 8. Le mot roumain pour la polenta est... Spørgsmål 8. Det rumænske ord for polenta er... Question 9. Pour préparer des röstis, il faut des pommes de terre vieilles d'une année. Vrai ou faux? Spørgsmål 9.
Til at tilberede røststien skal man bruge 1 år gamle kartofler. Sandt eller falsk? Question 10. Associez le plat ou le produit au pays. Spørgsmål 10. Find den ret, der passer sammen med et land.